Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des conséquences des maladies qui se transmettent par aérosol et surtout du Covid long. Son poids, en fait, sur l'économie, sur la société. Oui, un sujet vraiment important et dont on commence à peine à mesurer l'ampleur réelle, économique notamment. C'est ça. Pour y voir plus clair, on a pas mal de sources, hein. Des rapports économiques, je pense à l'Institut Molinari, Cambridge Econometrics, Tout à fait. Et puis des publications scientifiques, comme dans Nature, les toutes dernières recommandations de l'OMS sur la transmission aérienne. et aussi des analyses d'économistes impact. Bon, l'objectif, c'est quoi? C'est d'évaluer un peu ce phénomène du Covid long Mhm. et surtout de regarder de près cet argument. Est-ce que prévenir la transmission avec des outils, disons, scientifiquement validés, ça ne serait pas plus malin économiquement que de gérer les conséquences après coup? C'est toute la question. Allons-y. Alors, le Covid long, quelle est son ampleur réelle? On n'est pas sur quelques cas anecdotiques, visiblement. Ah non, loin de là. Il y a cette étude dans Nature, qui a été reprise d'ailleurs par l'Institut Molinari. Elle suggère que ça pourrait toucher, tenez-vous bien, jusqu'à 12% des adultes qui ont eu le Covid. Même vacciné, hein? Même vaccinés, oui. Et les symptômes, bon, ça va de la fatigue chronique au fameux brouillard cérébral, des choses assez invalidantes. Et l'impact économique, alors, il commence à se voir, hein? Clairement, l'Institut Molinari, déjà en février 2023, tirait la sonnette d'alarme. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a le Chartered Institute of Personnel and Development, une grosse organisation de RH, Oui. qui disait dès 2022 que pour 26%, presque un tiers des employeurs, le Covid long était une des causes principales d'arrêt maladie de longue durée. Un quart, oui, 26%. C'est énorme. La Banque d'Angleterre aussi s'est inquiétée, non, hein? Tout à fait. Un de leurs pontes, Michael Saunders, il a pointé en mai 2022 une hausse de plus d'un demi-million de personnes, 525 000 exactement, entre 16 et 64 ans, qui sont sorties du marché du travail entre fin 2019 et début 2022. Un demi-million? Et parmi eux, 320 000, c'était pour maladie de longue durée. Difficile de ne pas y voir un lien au moins partiel. Et il y a des chiffrages plus globaux sur le PIB, par exemple? Oui, Cambridge Econometrics a fait le calcul pour le Royaume-Uni. Ils estiment la perte sèche à environ 1,5 milliard de livres sterling. Par an. Par an. Oui, par an. Principalement à cause de la baisse de la capacité de travail. Et ils projettent que ça pourrait affecter l'équivalent de 138 000 emplois d'ici 2030. Donc, ce n'est pas négligeable du tout pour l'économie d'un pays. Et en France, on a des signaux similaires, hein? L'Institut Molinari a regardé les chiffres de l'assurance maladie jusqu'en octobre 2022. Et ça saute aux yeux sur leur graphique, une hausse très nette des indemnités journalières payées après 2020. Bien au-delà de la tendance qu'on voyait avant. D'accord. Donc un coût social, un coût économique qui grimpe. Exactement. Et c'est là justement que cet argument «prévenir coûte moins cher que guérir» devient très concret. C'est un message fort pour les décideurs, je pense. Justement, parlons prévention. L'OMS a sorti un nouveau manuel, c'est ça? Sur le risque aéroporté. Oui, le manuel ARIA, publié en 2024. Très intéressant. Il détaille bien comment les virus circulent dans l'air intérieur à courte, mais aussi à longue distance. Et surtout, il confirme l'efficacité de certaines mesures. Quelles mesures alors? Sur quoi insiste l'OMS? Alors, l'OMS, mais aussi en France le Haut Conseil de la Santé publique, le HCSP, ils insistent beaucoup sur la qualité de l'air intérieur. C'est la base. La ventilation, amener de l'air frais de l'extérieur, et l'aération, ouvrir les fenêtres, quoi. C'est simple, mais crucial. D'accord. Et l'OMS va plus loin. Elle parle aussi de l'utilité des purificateurs d'air mobiles. Ils expliquent même comment mesurer leur efficacité avec le KDR, le Clean Air Delivery Rate. En gros, ça vous dit combien de mètres cubes d'air pur l'appareil fournit par heure. C'est comme une ventilation supplémentaire, en quelque sorte. Ventilation, purification et les masques. On en entend moins parler, mais quelle est la position scientifique actuelle? L'OMS confirme leur rôle, qui est double. D'abord, pour celui qui est potentiellement contagieux, ça limite la dispersion des particules virales. C'est le contrôle à la source. Ok. Et ensuite, pour celui qui n'est pas malade, ça filtre l'air qu'il respire. C'est la protection individuelle. Les études que l'OMS compile montrent une efficacité réelle. Et quel type de masque est recommandé? FFP2, chirurgical? Alors, l'efficacité varie, bien sûr. Les FFP2 ou N95 offrent une meilleure filtration, c'est prouvé. Mais ce que l'OMS souligne surtout, et c'est vraiment le point clé, c'est l'ajustement. Un masque, même très filtrant, s'il baille sur les côtés, il ne sert pas à grand-chose.
Donc un FFP2 bien ajusté, c'est le top dans les environnements à risque. Donc si on résume la partie prévention, améliorer la qualité de l'air via ventilation et purificateur et utiliser des masques bien ajustés, type FFP2, dans les endroits clos, bondés ou mal aérés. Ce sont des stratégies dont l'efficacité est documentée pour réduire la transmission. Et logiquement, moins de transmission, ça veut dire moins de Covid aigu, et donc potentiellement moins de Covid long derrière. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Si on met en balance d'un côté les coûts du Covid long, l'absentéisme, la perte de productivité, les SOA qu'on voit chiffrés par Molinari ou Cambridge Econometrics, Et de l'autre côté, le coût d'investissement dans la prévention, améliorer la ventilation des écoles, des bureaux, des transports, rendre accessibles les purificateurs, les masques FFP2, hmm, l'équation économique, elle penche assez clairement du côté de la prévention. Ce n'est pas une dépense nette, c'est un investissement. Un investissement pour la santé des gens, bien sûr, mais aussi pour la robustesse de l'économie. le coût de ne rien faire ou de ne pas faire assez face à cette transmission par aérosol semble bien plus élevé au final. C'est ce que toutes ces données suggèrent fortement, oui. Voilà, qui devrait faire réfléchir. Ça interpelle directement les politiques, les entreprises, les syndicats aussi. La question maintenant, c'est comment on passe de ces constats à des actions concrètes, systématiques. Exactement. Comment on intègre vraiment ces stratégies, la ventilation, la purification de l'air, les masques FFP2 quand c'est nécessaire, dans nos politiques publiques, dans nos habitudes collectives, pour être mieux armés. C'est le défi. Une réflexion à poursuivre. Merci de nous avoir écoutés.